la une dans ce journal, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU séjourne en République démocratique du Congo. L'objectif de cette mission, évaluer la situation sécuritaire et le processus électoral. Cette délégation a rencontré les autorités à Kinshasa avant de s'envoler vers Goma. À la une également, mais de la femme oblige, la rubrique Femmes du jour est consacrée à Nicole Boacha, directeur adjoint du cabinet du chef de l'État et professeur d'université. Son portrait dans ce journal. À l'international, au Kenya, le gouvernement compte mobiliser plus de 40 millions de dollars américains pour la réalisation des pôles industriels. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette session d'information. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Patrick Ilunga. Bonsoir Patrick Ilunga. Bonsoir Maryse Boleli, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Je vous reviens dans peu. Une mission onusienne du Conseil de sécurité séjourne depuis hier à Kinshasa. Cette délégation, conduite par l'ambassadeur français au Conseil de sécurité, Nicolas de Rivière, et celui du Gabon, Michel Biang, a déjà commencé à rencontrer les autorités congolaises pour des questions électorales et celles liées à la sécurité dans la partie est de la RDC. Enoch Issei. Évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité, tel est l'objectif principal de la visite à Kinshasa. C'est jeudi 9 mars, dans la soirée de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Durant 4 jours, soit du 9 au 12 mars, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Samalou Kondé, les membres du gouvernement, le président de 10 chambres du Parlement et les acteurs politiques de la RDC. Le Conseil est venu ici en République démocratique du Congo adresser un message assez clair qui est que nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous aider. Il est important d'agir. Il est important que les groupes armés, quels qu'ils soient, cessent leurs activités, que tous participent au processus politique, que les groupes étrangers se retirent, que les groupes soutenus par l'étranger se retirent aussi, et que la paix revienne enfin en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour nous enquérir de la magnitude de la situation et pouvoir mobiliser l'ensemble des partenariats pour une réponse à la mesure de la situation humanitaire. Cette délégation prévoit une visite à Goma, ceci afin d'apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. Une série de rencontres est également prévue avec les autorités provinciales et cette visite sera sanctionnée par une conférence de presse. Conduite par l'ambassadeur de France, Nicolas de Rivière, et celui du Gabon, Michel Biang, cette délégation prévoit une visite à Goma, ceci afin d'apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. La délégation de 15 États membres du Conseil de sécurité de l'ONU a été reçue par le Premier ministre ce vendredi. Cette mission est dans la capitale congolaise pour palper du doigt la situation sécuritaire, mais aussi celle des élections en cours. Toutes ces questions ont fait l'objet de discussions du jour. Suivez Nicolas de Rivière et Michel-Xavier Biang, respectivement représentants de la France et du Gabon au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons eu une interaction productive avec le Premier ministre, les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'objectif de nos échanges est la paix et la sécurité en RDC. Nous sommes conscients de l'ampleur des enjeux sécuritaires, humanitaires et politiques. Et c'est pourquoi il est important et nous sommes convaincus que pour trouver des réponses aux causes profondes de la situation qui prévaut, il faut écouter, il faut dialoguer, il faut et surtout comprendre et agir. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour écouter, pour toucher du doigt. Les sanctions sont un levier d'action du Conseil de sécurité, mais au-delà des sanctions, il y a d'autres leviers. Nous envisageons toutes les possibilités dans l'objectif de rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Je vous remercie beaucoup. Alors le Conseil de sécurité n'était pas venu en République démocratique du Congo depuis 2018 et il était temps que nous rendions à nouveau dans ce pays. La situation est très difficile, notamment dans l'Est, avec l'action des groupes armés.
On a évoqué avec le Premier ministre cette situation dans l'Est. On a dit notre solidarité avec la République démocratique du Congo et la détermination des Nations Unies de l'aider. Nous avons aussi évoqué le rôle de la MONUSCO, comment la MONUSCO peut contribuer de manière encore plus efficace à la réalisation de son mandat. Et puis, Patrick Kilunga, les pays européens ont rencontré Christophe Lutundula. Oui, une délégation de représentants des pays membres de l'Union européenne a été reçue par le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. À travers cette délégation, l'Union européenne a voulu s'enquérir de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et devant ses hôtes, Christophe Lutundula a exposé la position de la République démocratique du Congo pour un règlement du conflit dans la région de Grand Lac. Suivez. La situation sécuritaire à l'est de la RDC a été au centre des échanges entre le vice-premier ministre Christophe Lutundula et les représentants de l'Union européenne venus s'informer sur le complexe conflit des Grands Lacs dont l'est de la RDC est devenu le lieu qui concentre tous les malheurs. Pour le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, la position du Congo est claire et reste inchangée. Il s'agit pour les parties prenantes de respecter la feuille de route du processus de Luanda qui exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait des rebelles des positions conquises. La feuille de route de Luanda recommande aussi aux rebelles de déposer leurs armes sans condition. C'est la seule voie pour arriver à la paix dans la région selon la RDC. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a expliqué à ses hôtes que le Congo n'a pas de problème avec ses voisins et il n'existe pas un quelconque problème ethnique parmi les 450 tribus du pays et un pays étranger ne peut pas se prévaloir de défendre une communauté congolaise dans son pays, a indiqué Christophe Lutundula. Et parlant de l'Union européenne, Maryse Bolelli, l'organisation continentale a réalisé une grande promesse en faveur de populations de Goma. Tout à fait, un avion cargo contenant plus de 72 mètres cubes de fournitures médicales de l'UNICEF destiné aux personnes déplacées a atterri ce vendredi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le matériel a été livré par un pont aérien humanitaire organisé par l'Union européenne avec le soutien de la France. Dieudonné Wanali. Un avion cargo contenant plus de 72 mètres cubes de fournitures médicales de l'UNICEF destiné aux personnes déplacées a atterri ce vendredi mars à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les matériels destinés à la première crise humanitaire africaine avec 5,5 millions de déplacés et la troisième mondiale a été livré par un vol humanitaire Air Bridge organisé par l'Union européenne avec le soutien de la France. La France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne annoncé ce matin même de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Les matériels d'urgence contiennent 50 000 sachets de sel de réhydratation orale qui joueront un rôle vital dans la lutte contre la diarrhée et le choléra. Les sachets seront principalement distribués à des milliers de personnes déplacées par les récentes violences dans la région de Goma au Nord Kivu. Alors c'est un apport évidemment d'écho de l'Union européenne et de ses États membres, en particulier de la France, qui s'est associée à cette initiative pour apporter une aide humanitaire qui est très importante pour une région qui traverse une très grave crise humanitaire. C'est la troisième crise humanitaire au niveau mondial, la première crise humanitaire en Afrique. En outre, les vols transportent d'importantes quantités de suppléments de vitamine A qui seront distribués à 300 000 enfants. Le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga, a eu une séance de travail dans la salle Abbé Apollinaire Malou au siège de la CENI avec une délégation de l'Union européenne conduite par Yamina Gerfi, chargée du groupe Afrique au service européen pour l'action extérieure. Le processus électoral en cours était au centre de leurs échanges. Voldi Kengi. Composée de 34 personnes, la délégation de l'Union européenne est venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours en accordant une attention particulière au caractère transparent et inclusif des élections prévues en décembre 2023. D'entrée de jeu, le premier vice-président de la CENI, au nom du président Denis Kadima, empêché, fait l'état des lieux du processus électoral en cours en mettant en avant les réalisations accomplies à mi-parcours, notamment l'adoption du plan stratégique opérationnel, l'élaboration de la feuille de route, la mise en place de cadres de concertation
concertation avec le parti prenant, la publication du calendrier électoral et l'opération de révision du fichier électoral. Il s'en est suivi des échanges au cours desquels le délégué de l'Union européenne ont, à travers les diverses questions posées, voulu savoir un peu plus. Le premier vice-président de la centrale électorale s'est employé à apporter l'éclairage nécessaire à travers les éléments de réponse fournis. Au sortir de l'audience, la délégation s'est exprimée en ces termes. Donc c'était une séance de travail pour voir comment la CENI fait concrètement son travail et prépare les élections qui auront lieu à la fin de l'année. On a eu une très bonne discussion. Les autorités de la CENI nous ont raconté du processus d'enrôlement qui est en cours en ce moment, aussi de la possibilité pour la première fois pour les Congolais de voter de l'étranger, de 5 pays pilotes. Donc nous avons vu plusieurs endroits où le travail se fait concrètement. Aussi nous avons vu les archives et donc nous avons une impression positive du travail qui est actuellement en train d'être fait. Pour rappel, l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger permettra à ces derniers de voter exclusivement pour la présidentielle en se rendant aux ambassades de la République démocratique du Congo dans le pays concerné par cette phase pilote, Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique. La Cour de comptes a connu sa rentrée judiciaire le jeudi 9 mars au Palais du Peuple à Kinshasa sur une audience solennelle et publique avec comme thème la répression de fautes de gestion, moyens efficaces de lutter contre la corruption en RDC. Cette cérémonie a eu lieu en présence du président de la République et de quelques membres du gouvernement, Patience Lokeke et Blaise Kouzola. Le go de la rentrée judiciaire 2023-2024 a été donné à la Cour de comptes le jeudi 9 mars à Kinshasa lors de son audience publique et solennelle tenue dans la salle des banquets du Palais du Peuple sous le thème « La répression de fautes de gestion, moyens efficaces pour lutter contre la corruption en RDC ». C'était en présence du président de la République, le Premier ministre et quelques autorités du pays souciées de l'amélioration de la gouvernance financière du pays. Comme de coutume, cette cérémonie a été ouverte par la lecture du Mercurial par le procureur général de la République près de la Cour de comptes. Il s'agissait aussi pour cette institution de contrôle des finances de remettre les rapports de gestion financière pour l'année 2020 et 2021 aux autorités du pays. Prenant la parole, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a relevé qu'il y a eu des fautes de gestion pendant ces périodes. La Cour des comptes a fustigé des irrégularités graves et récurrentes constituent de fautes de gestion relevées au cours de l'exécution du budget des exercices 2019, 2020 et 2021 dans les chefs des membres du gouvernement. Il s'agit notamment du recours systématique à une procédure d'urgence non réglementée pour décaisser des fonds à la Banque centrale du Congo ainsi qu'au mécanisme de la mise à disposition de fonds pour des dépenses importantes et d'investissement. Il en est de même des dépassements budgétaires non justifiés ni couverts par une rectification du budget. Il a en outre indiqué que les fautes de gestion les plus graves sont commises par les animateurs des institutions dont la plupart sont considérés comme des intouchables. En application de l'article 14 de sa loi organique, la Cour des comptes attend-elle jusqu'au 12 mars 2023 que le gouvernement lui communique les mesures correctives prises par lui. La Cour des comptes a aussi demandé aux autorités du tutelle de prendre des mesures conservatoires comprenant une suspension, destitution, une interdiction de quitter le pays et tant d'autres pour décourager les antivaleurs dans la gestion publique. Femmes et jeunes filles face aux innovations et technologies pour le cycle électoral 2021-2027, c'est le thème qui a été abordé lors d'une conférence organisée par l'Institut international républicain en collaboration avec l'USAID et la CENI. L'activité a eu lieu ce vendredi au CEPAS à Kinshasa. Le reportage est fait de Jojo Mulamba et Stani Samba. C'est pour permettre aux femmes et aux jeunes filles d'utiliser de manière responsable les nouvelles technologies de l'information et de la communication pendant les élections que cette conférence a été organisée. 3 sujets importants ont été abordés. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme un atout pour la promotion de l'image de la femme, l'utilisation responsable de réseaux sociaux, le message d'éducation civique pour une meilleure participation des femmes et de jeunes filles dans le processus électoral. Réussir aux élections requiert l'utilisation de bonnes stratégies et techniques de communication. Mais moi, tout ce que je peux vous dire en ce jour, c'est qu'on en a vraiment besoin parce que
ça demande moins des moyens et ça peut vous faire connaître partout. Et chaque jour, lorsque je reçois des messages des gens qui m'écrivent depuis Beni, depuis Bukavu, depuis le Congo central, qui me disent que on te connaît à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers Twitter, je me dis quand même que c'est un atout. Et c'est un atout. Et moi encore, je vous dis, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de saisir cette initiation. Donc j'ai appris avec le tas. Et vous, je pense que avec cette formation, peut-être qu'on en aura encore. Ça sera vraiment une belle occasion pour vous, pour ceux qui veulent être candidates. Les réseaux sociaux sont, on va dire, un outil très puissant. Mais en tant qu'expert en communication, j'ai aussi appris une chose, c'est que c'est un couteau à double tranchant. Autant vous l'utilisez pour votre promotion, comme l'a bien expérimenté honorable Christelle, mais il peut être aussi dangereux pour vous-même. En fait, le jeu auquel se livrent certaines personnes à vouloir discréditer le processus, ces mêmes personnes, vous serez vous-même candidat au mois de décembre. Et donc, si vous démobilisez maintenant, je ne sais pas, à mon humble avis, qui pourrait se présenter le 20 décembre pour vous élire. Aucune catégorie de femmes était exclue par cette activité de sensibilisation sur l'utilisation de NTIC pendant la période électorale. Notre cible était la catégorie jeunes femmes. Nous n'avons pas eu de discrimination car nous avons vu dans la salle que nous avons pu mobiliser les jeunes vivant avec handicap, les jeunes atteints d'albinisme, mais aussi les jeunes hommes et jeunes femmes ordinaires. C'est-à-dire que nous avions touché toutes les couches de la population possible pour qu'à leur tour, ils puissent devenir des porte-parole de ce que nous avons essayé de partager aujourd'hui et de pouvoir continuer à sensibiliser dans nos communautés pour notre participation au processus électoral. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de faire bénéficier les femmes et les jeunes filles d'un accès égal aux possibilités d'apprentissage et d'utilisation responsable de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de mieux affronter les échéances électorales. La rubrique Femmes du jour jette son dévolu sur le professeur Nicole Boitia, l'actuel directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, une femme au parcours d'exception qui a percé les sphères politiques et scientifiques jusqu'à occuper les fonctions de doyenne de la faculté de droit à l'université William Booth. Fiston Oleko nous en dit plus. C'est en mi-avril 2021 que le professeur Nicole Boitia a été nommé directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Félix Tshisekedi, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques par une ordonnance présidentielle lue à la chaîne nationale alors qu'elle était conseillère principale du chef de l'État en matière juridique et administrative. Née dans la province du Kasaï oriental, au centre de la RDC, un certain 15 octobre, Nicole Boitia est la fille aînée du professeur Jean Toumba Boitia, l'actuel recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACI consigle, de qui elle a hérité toute sa scientificité, mais aussi la rigueur dans le travail assidu. Elle a passé son enfance et sa jeunesse à Montréal, puis à Kinshasa. Bien après, elle obtient son diplôme d'État à l'Institut de Moamba avant de décrocher son diplôme de licence en droit, option droit international public à l'Université de Kinshasa, un choix qui a pris les dessus sur le premier, celui de faire les langues. La brillante étudiante n'a pas pu échapper à son destin. Nicole Boitia est retenue assistante à la faculté des droits avant d'être nommée magistrat substitut du procureur de la République au parquet des grandes instances de Gombe. Son côté professionnel n'a pas ébranlé ses ambitions d'atteindre le summum dans le monde scientifique. Elle part en Belgique où, après les études doctorales à l'Université des Grands, elle revient en RDC avec le titre de docteur en droit, option droit international public, avant d'être nommée professeur à l'Université de Kinshasa. Un parcours de combattant qui rime avec sa carrière politique car elle fut conseillère juridique de la ministre de la Culture et Arts, Juliana Lumumba, sous l'ère Kabila le Père. Nicole Boitia est aussi très engagée dans la défense de la cause de la femme, avec un combat prononcé sur l'image de la gente féminine dans la société, mais pas que. Elle est également active dans la défense des plus démunis, de son ONG Fondation Nicole Boitia. L'actualité ne s'arrête pas seulement ici, c'est aussi au-delà de frontières. Patrick Ilunga à l'international. L'Ouganda veut accroître sa capacité de production d'électricité avec la mise en service de sa première centrale nucléaire d'ici 2031. L'annonce a été faite par la ministre de l'Énergie et des Mines, Ruth Nakambirwa, en prélude à la tenue à Kampala du 14 au 17 mars prochain de l'African Nuclear Business Platform 2023. Damani Mujinga.
La préparation de l'évaluation du site de la centrale nucléaire est en cours à Buyende, une ville située à environ 150 km au nord de la capitale Kampala. L'installation aura une capacité totale de 2000 MW, mais seulement 100 000 MW seront connectés au réseau national dès 2031, renseigne un communiqué de la ministre. Selon le vœu du président Yoweri Museveni, le développement de cette centrale devrait s'appuyer sur les réserves nationales d'uranium. S'il manque une estimation des dites réserves, une évaluation de 2004 financée notamment par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement a estimé que plusieurs régions hébergent de l'uranium sur environ 52 000 km² à travers le pays. Pour rappel, l'Afrique du Sud est le seul pays du continent qui exploite actuellement une centrale nucléaire. Plusieurs pays ont prévu de bientôt le rejoindre, notamment l'Égypte qui a lancé en 2022 la construction de sa première centrale nucléaire. Le Nigeria, le Soudan, le Rwanda ou encore le Ghana prévoient également d'associer le nucléaire à leur mix énergétique entre 2030 et 2037. Ces projets s'inscrivent tous dans une volonté de réduire la dépendance des économies aux énergies fossiles pour réussir la transition énergétique. Le développement de la filière du nucléaire représente par ailleurs une occasion pour les pays producteurs d'uranium d'augmenter leurs revenus en exploitant davantage leurs réserves ou en profitant d'une possible augmentation des prix sur le marché. En Afrique, le Niger et la Namibie sont les deux principaux producteurs d'uranium. Au Kenya, le gouvernement compte mobiliser environ 38 millions de dollars américains pour la réalisation des pôles industriels dans le pays. L'annonce a été faite par le président William Samoei Ruto lors d'une rencontre avec les responsables d'une zone économique spéciale à Nairobi. Blaise Tukuzola. Le gouvernement kenyan compte mobiliser environ 38,8 millions de dollars pour la réalisation de pôles industriels dans le pays. Le chef de l'État, William Ruto, l'a annoncé lors d'une rencontre avec les responsables d'une zone économique spéciale à Nairobi. Selon les autorités kenyanes, une fois le pôle industriel permettront de renforcer les secteurs économiques du pays tout en renforçant les possibilités de créer et de gérer plus d'activités le long de chaînes de valeurs économiques. Selon le président kenyan William Ruto, dans le cadre de la mise en place de ces pôles industriels, chacune des 47 régions du pays recevra environ 856 000 dollars à cet effet. Ces fonds vont leur permettre de mettre en place un pôle industriel pour les activités économiques de spécialisation propres à ces régions. Selon un rapport de la Banque africaine de développement publié en novembre 2022, le Kenya a intégré en 2021 le top 10 des pays africains le plus performants en matière d'industrialisation. Au Kenya, le secteur manufacturier pèse près de 9% du PIB. L'objectif ici est de porter ces pourcentages à 15%. Nous tendons vers la fin de ce journal. Voici le rappel de titres. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU séjourne en République démocratique du Congo. L'objectif de cette mission, évaluer la situation sécuritaire et le processus électoral. Cette délégation a rencontré les autorités à Kinshasa avant de s'envoler vers Goma. La rubrique Femmes du jour est consacrée à Nicole Boacha, directeur adjoint du cabinet du chef de l'État et professeur d'université. Et puis à l'international, au Kenya, le gouvernement compte mobiliser près de 40 millions de dollars américains pour la réalisation des pôles industriels. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et merci à Patrick Ilunga. Bonne suite de programme chez vous.